Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 395e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Vincent Manilev pour son ouvrage Le Veuf Noir du Grand Canyon aux éditions Society et 10-18. Cette fois-ci, on part en direction du Colorado, du Grand Canyon notamment, six meurtriers dont on va parler longuement ce soir. Une collection qu'on aime véritablement beaucoup, puisqu'on reçoit quasiment tous les auteurs de la collection dans ces rencontres-là. Une collection qui est dirigée par Elsa de la Chaire et Stéphane Régis, qu'on embrasse parce qu'on aime vraiment beaucoup leur travail et le fait aussi qu'ils puissent donner la parole à des Je suis journalistes. là, hein, au cas où Et ben voilà. salut, Et je ben viens voilà. d'arriver. Salut Elsa. Salut, salut Parfait. Vincent. Tu veux intervenir d'ailleurs pour commencer peut-être? Non, non, pas du tout, tu fais ça très bien, tu fais ça à chaque fois, donc je te laisse faire, il n'y a pas de problème. Très bien, très bien. Vincent, vous êtes journaliste spécialisé notamment dans le numérique. Depuis de nombreuses années, vous vous intéressez aux nouvelles technologies et différents moyens de communication. Et cette fois-ci, donc, c'est un premier ouvrage sur un true crime particulier, Robert Spangler. On va en parler longuement de cet homme si énigmatique, si à la fois terrifiant et à la fois très aimé par beaucoup de monde dans son entourage. Avant de parler de lui, j'aimerais vraiment savoir déjà comment vous avez découvert cette histoire. Est-ce que Elsa vous a orienté parfois sur un État particulier, sur le Colorado, vu que on sait qu'à chaque livre, un nouvel État est présenté. Cette fois, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui a été la clé pour Robert Spangler? Déjà, je vais repréciser parce que ça me permettra d'expliquer la suite. Et déjà, merci de me recevoir et merci à toutes les personnes présentes. Je suis toujours ravi de pouvoir parler d'écriture, de livres. Et puis, c'est toujours super intéressant pour moi. Je précise rapidement qu'en fait, c'est mon deuxième livre. Et le premier, je l'avais écrit en 2018. C'était une enquête sur les YouTubeurs. Donc, vraiment rien à voir. Mais ça explique un petit peu le cheminement qu'il y a eu aussi derrière parce que j'assistais moi-même à une rencontre pour un autre livre enfin deux autres livres de la collection dans une librairie il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant. Et en écoutant les deux auteurs de la collection qui parlaient, je me suis dit, ah mais moi il y a une affaire de meurtre qui concernait une jeune créatrice de contenu, une jeune influenceuse qui vloguait, qui faisait des vidéos de sa vie à travers les parcs nationaux américains. Elle s'appelait Gabi Petito, c'est une affaire qui est assez connue, je pense, maintenant et notamment depuis quelques mois parce qu'il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix sur ce qui s'est passé. Et en fait, en écoutant des auteurs présenter leur travail sur la collection, je me dis, ah, mais j'aimerais bien peut-être essayer de pitcher cette idée, en l'occurrence à Elsa et Stéphane. Et donc, on s'est rencontrés, je les ai contactés. Assez vite, Elsa et Stéphane m'ont dit que c'était pas forcément l'affaire qui était peut-être le plus pertinent pour la collection pour plein de raisons, pour la chronologie très rapide de l'affaire, où au final, il y avait une résolution assez rapide sur le fait que certains thèmes avaient déjà été abordés. En revanche, ils m'ont dit, mais c'est vrai que dans la collection, on n'a toujours pas parlé des grands espaces américains, des parcs nationaux. Et ils m'ont proposé de chercher et de voir si je trouvais une autre affaire qui pouvait correspondre. Donc j'ai passé un peu de temps à écouter d'obscurs podcasts, à traîner sur des blogs de fans de true crime, etc. Et un jour, il y a le nom de Robert Spengler qui est apparu, je crois, dans un podcast qui était. En fait, c'était pas très précis, il y avait assez peu d'informations sur l'affaire. Mais à partir du moment où j'ai compris un petit peu la chronologie globale de l'histoire, de ce qui s'était passé, et que j'ai compris les espaces géographiques que ça couvrait, les thèmes que ça évoquait, en fait, je me suis dit, j'ai compris, bah, pour moi, c'est la bonne histoire. J'en avais proposé quelques autres, mais c'est celle-là qui m'avait vraiment le plus marqué pour plein de raisons. Et après quelques échanges avec Elsa, j'ai eu un go et j'ai eu 5 mois pour le faire. Alors justement, j'aimerais que vous nous parliez aussi, puisque c'est ça qui est très intéressant la plupart du temps dans cette collection, c'est que les auteurs vont sur place, se renseignent, tout simplement parfois juste pour prendre l'atmosphère, puisque les affaires sont parfois un peu anciennes. Là, pour le coup, elles l'étaient. J'aimerais bien savoir comment s'est passé ce voyage, enfin, voyage, difficile de parler de voyage pour le coup, mais comment vous avez ressenti les choses. Vous parliez à la fin de l'ouvrage, notamment du Grand Canyon, où vous êtes resté longtemps, j'ai cru comprendre, jusqu'à la nuit, jusqu'à l'obscurité. Qu'est-ce qui s'est passé Euh, dans ce voyage?
Oui, 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 effectivement. Donc, effectivement, à partir du moment où j'ai eu le go de Elsa et de Stéphane, bah, il y a tout un travail. J'avais un temps assez limité et en même temps, c'était, euh, ça me permettait de me concentrer vraiment là-dessus. Mais il fallait déjà que je prépare, que je récolte un maximum de ressources, d'archives, que je fouille en ligne, que j'essaie de contacter des bureaux de shérif, etc., pour récupérer les dossiers de l'enquête. J'ai dû retrouver plein de sources. Donc ça a déjà été un travail assez long. Et en parallèle, il fallait que je prépare le voyage, que je note tous les endroits où je devais aller. Et effectivement, mi-octobre, je suis arrivé là-bas, j'ai atterri à Denver puisque une des villes très importantes dans cette affaire, c'est Littleton, qui est une petite ville assez banlieue, un peu bourgeoise du sud de Denver. Et en fait, ce qui est assez dingue et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que le tracé de l'histoire, du récit, suivait une route en fait assez logique de Denver jusqu'au Grand Canyon, qui est certes dans l'Arizona, mais qui passait par toutes les villes où avait vécu Robert Spengler. Donc à partir de là, j'ai pu me faire un itinéraire sur la route, passer par Grand Junction, par Durango, par Kayenta, qui est sur une réserve native, juste à côté de Monument Valley, et rencontrer un ancien ami de Robert Spengler, avec qui j'ai longuement discuté un soir, et le lendemain, on s'est retrouvé à 1 heure et demie de route de là, donc pour faire une randonnée dans le Grand Canyon, donc aller à l'intérieur du canyon, parce que la plupart des gens là-bas restent à la surface parce que c'est ce qui est le plus accessible et ce qu'on pense être le plus impressionnant. Mais avec lui, on a fait un trail, comme on dit, un sentier, qui nous a permis de rejoindre et de retrouver une scène de crime, l'une des scènes de crime en tout cas de cette affaire. Et c'est vrai que j'appréhendais beaucoup la randonnée, même si je randonne pas mal et que j'ai déjà pu faire de la randonnée même tout seul sur des sentiers où j'étais pas toujours très serein. Mais là, de ce qu'on me disait de ce trail-là, c'est pas le plus difficile, mais c'est loin d'être le plus facile. On recommande pas du tout ça comme première randonnée dans le Grand Canyon si on débarque là-bas. C'est réservé aux desert hikers, comme ils disent, donc un peu les randonneurs de désert. Et je lisais les commentaires des gens, donc je me suis un peu moi-même monté la tête. Mais le jour même, et notamment parce que j'étais accompagné de ce monsieur qui a fait plus de 13 000 kilomètres, je crois, en tout dans le Grand Canyon en un peu plus de 40 ans, donc il connaît par cœur les lieux. Ça a été un allié très important et puis une source incroyable puisqu'on parlait en randonnant et j'emmagasinais beaucoup d'informations à la fois sur le Grand Canyon, ce qu'on sentait, ce qu'on voyait, ce qu'on entendait et des souvenirs aussi qu'il avait qui lui revenaient à l'esprit sur Robert Spengler et ses femmes et le rapport que toutes ces personnes avaient avec le Grand Canyon. Donc ça a été une expérience assez intense. Et effectivement, ça s'est poursuivi jusqu'à la nuit parce que Jim, le monsieur avec qui j'étais, avait 72 ans et prenait plus de temps, il était beaucoup plus fatigué. Et au bout d'un moment, sur la remontée, qui est très intense, il m'a vraiment limite forcé à partir devant, ou ne serait-ce que pour remonter à la surface, retrouver du réseau et prévenir mes proches. Et il m'a dit, moi, je vais prendre mon temps. En restant avec toi, je me force à aller trop vite. Et donc, je suis remonté, j'ai pu rassurer mes proches. Et je l'ai attendu dans la voiture pendant que le parking se vidait. Et puis, à peu près 1 heure plus tard, j'ai vu une petite lampe frontale qui a commencé à émerger. Et c'était Jim. Et heureusement, j'avais pu échanger quelques textos avec lui quand même depuis la surface. Et puis, on s'est retrouvés. Et, voilà, on a bu un peu d'eau, beaucoup d'eau. Et puis, on a pu se dire au revoir après cette journée qui était vraiment particulière, c'est sûr. Et c'est vrai que vous êtes courageux parce que aller dans le Grand Canyon, après avoir connu l'affaire Spangler et notamment l'affaire, l'histoire de Donna, il faut partir en connaissance de cause aussi avec Jim. Il faut quand même être rassuré là aussi pour le coup. Oui, oui, oui. Après, bon, Jim, c'est quelqu'un de très sérieux et qui prend pas de risques inconsidérés. Mais c'est vrai que là-bas, à un moment, il a fait une petite blague. Ah, tu me pousses pas, etc. Il a un peu blagué là-dessus. Et la veille, quand on regardait les cartes un peu en détail, qu'on essayait de préparer un petit peu, moi, je lui dis, et à un moment à la fin, je lui dis, mais s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment, parce que les secours, il n'y a pas de réseau, il faut pouvoir prévenir, voilà. Et il m'a dit, oh, on verra. Et vraiment, il m'a laissé avec ça, et je suis retourné au motel et j'ai essayé de dormir.
Mais en vrai, très honnêtement, c'était pas une randonnée. J'étais rassuré à partir du moment où j'étais là-bas, en fait. Il y a plus d'appréhension en amont que quand on est sur la piste et on fait juste attention, on met les pieds et voilà. Très bien. Alors, avant de reparler de vos sources, parce qu'elles sont importantes aussi tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle de l'affaire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Alors, on ne spoilera rien concrètement. C'est marqué déjà directement sur le bandeau, trois épouses, quatre meurtres, même s'il y a beaucoup de suspicions sur un cinquième potentiellement. Euh, il y a encore quelques réserves, on en reparlera peut-être. Racontez-nous cette histoire assez fascinante et fascinante. Et c'est toujours délicat de trouver des mots particuliers sur ce Hmm. genre d'affaires parce que il y a rien de fascinant là-dedans. La fascination des serial killers, c'est pas toujours très sain. Bref, pour le coup, racontez-nous cette histoire-là de cet homme qui finalement est fascinant pour les autres. En tout cas, il a une Hmm. condition physique extrêmement puissante, un peu hors norme. Il est apprécié partout où il passe, dans n'importe quelle ville où il passe, on a l'impression qu'il est apprécié partout. Il a été adopté, il est un petit peu amoureux de lui-même pour certains, et de l'autre côté, il a surtout beaucoup de succès auprès des femmes. On dit de lui qu'il est souvent ensorcelant. Racontez-nous son personnage, de ce que vous en avez appris, de ses proches, puisqu'on parlera tout à l'heure peut-être aussi de sa famille que vous avez rencontré, une partie de sa famille. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie aussi d'aller à sa rencontre? Euh, En fait, moi, c'est pas c'est pas aller à sa rencontre qui m'a motivé sur cette affaire. Ce qui m'a motivé, c'est comprendre comment la police n'a pas pu comprendre, en apprendre plus sur ces femmes, parce que souvent dans ces récits-là, et même évidemment si le titre le désigne lui, j'ai vraiment fait de mon mieux pour raconter au mieux qui étaient les personnes qu'il a croisées sur son chemin et qui sont malheureusement plus avec nous aujourd'hui. Robert Spengler, c'est effectivement son neveu l'a décrit, son frère qui est maintenant décédé, mais le décrivait même comme un mâle alpha dès le lycée en fait. C'était un sportif, il a fait du football américain, il a fait du basket, il était bon joueur. Il était impressionnant, il a fait du théâtre. Voilà, c'est un peu le cliché du capitaine de l'équipe de foot. Voilà, cette personne cool, impressionnante, assez grande, 1,85 m, sans être non plus une armoire. Et puis voilà, un grand sourire et surtout une capacité à s'exprimer, une voix qui porte. Il a fait de la radio à un moment et donc il était toujours très content qu'on le reconnaisse à la caisse du supermarché et qu'on lui dise: «Ah, mais vous êtes le présentateur de la radio», etc. Robert Spengler, c'était vraiment une personne qui avait une capacité soit à se faire aimer très vite, soit à se faire détester, souvent par des hommes un peu jaloux ou qu'il trouvait un peu prétentieux. Et il avait cette force pour séduire, se faire apprécier. Aujourd'hui, il y a une expression c'est le love bombing, ce fait d'inonder la personne en face de soi de compliments, de promesses amoureuses, etc. Et je pense que Robert Spengler faisait vraiment ça auprès des femmes qu'il rencontrait. Il leur promettait plein de choses. Il les emmenait sur sa moto, en balade, en randonnée, etc. Donc, je pense que les personnes qui l'ont rencontré avaient l'impression de vivre une aventure. Une aventure, mais vraiment à l'américaine, à travers le Colorado, l'Arizona, etc. Donc, je pense que c'est ça qui a énormément plu. Et puis, oui, tout simplement, c'est quelqu'un de très charismatique, voire même un peu trop. C'est-à-dire que quand il arrive dans un groupe, si le sujet lui plaît pas, il va changer de sujet et puis il va raconter son histoire et tant pis pour les autres. Donc il y avait un peu ce côté-là, mais globalement, dans son voisinage, c'était plutôt quelqu'un d'assez envoûtant. Oui, voilà, ensorcelant avec les femmes, mais oui, plutôt envoûtant et toujours à la recherche de rencontres et de nouvelles personnes à impressionner. Et donc tout commence par la première des affaires. Il y a à peu près quatre affaires ou cinq dans l'histoire finalement, même si tout regroupe et tout recoupe vers Robert Spengler. La première, c'est celle de Nancy. Je trouve que ce livre, il met aussi en avant Nancy, sa réhabilitation, puisqu'elle a longtemps été soupçonnée d'avoir tué ses enfants et de s'être suicidée ensuite. Ce qui est très bien aussi dans ce livre-là, ce qui est aussi fascinant là, c'est que vous mettez le suspense très loin dans le livre. Robert Spengler est pendant longtemps dans le livre, on va pas dire innocent, mais en tout cas, il est en dehors des sentiers battus. En tout cas, il n'est pas dans la ligne de mire.
notamment pour la première affaire avec Nancy et ses enfants. Et je trouve que vous rendez un très bel hommage aussi à cette famille-là et à cette femme qui a été accusée à tort pendant longtemps. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de cette première affaire, puisque c'est quand même le début. Sans cette première affaire, je pense qu'il n'y aurait quasiment pas eu de Robert Spangler, en tout cas. Tout aurait pu s'arrêter. Comment vous avez découvert aussi les faits, finalement? Comment vous avez découvert les uns après les autres, comme dans le livre, ou pas? Est-ce que vous avez découvert l'affaire de manière plus générale? J'aimerais savoir comment ça s'est formulé. Je vais répondre déjà à la deuxième question, puis je vais revenir un peu sur la première affaire. Mais en fait, je l'ai découvert à l'envers. C'est-à-dire que à partir du moment où l'affaire a éclaté, la vérité a éclaté, c'est ça qui ressortait le plus, surtout que on parle d'une affaire qui s'étale de la fin des années 70 au tout début des années 2000. Quand je tapais son nom sur Internet, il y avait déjà des articles qui ressortaient, des articles web parce que au début des années 2000, c'était le tout début des. Enfin, il y avait déjà quelques sites internet, notamment côté américain. Donc, c'était des articles sur le dénouement, ce qui s'est passé, la vérité qui éclate. Donc, en fait, je l'ai découvert à l'envers. Et en fait, c'est à force de remonter un peu le sentier sinueux de cet homme que j'ai découvert des nouveaux éléments, en fait. Et qu'à chaque fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment ça a pu arriver là? Comment il y a eu autant de temps entre les premiers décès et cette nouvelle enquête qui a eu lieu à la fin des années 90. Et puis même, en fait, c'est aussi en parlant aux témoins qui m'ont ramené énormément sur lui, qui m'ont ramené d'autres choses qui n'étaient pas dans la presse ou dans un ouvrage qui avait été écrit par Robert Scott aux États-Unis tout début des années 2000, 2004 à peu près. Donc voilà, en fait, j'ai j'ai détricoté en fait à l'envers quoi. J'avais où j'ai enlevé les couches de l'oignon et puis à chaque nouvelle couche en fait, je me disais que c'était dingue en fait. Et pour cette première affaire, effectivement, on est en 1978 dans le banlieue pavillonnaire assez aisée de Denver, dans une ville qui s'appelle Littleton qui a souvent été. On a parlé de Littleton pour la fusillade de Columbine, alors qu'en fait, c'était pas exactement à Littleton, et les gens à Littleton veulent être très clairs là-dessus. C'est pas chez eux que ça s'est passé, c'est juste à côté. Voilà, faut pas confondre si un jour vous y allez. Et en fait, c'est une famille américaine vraiment très typique, un père, une mère, Nancy, qui se sont connus au collège, lycée, ils sont amoureux depuis. Ils ont eu deux enfants, David et Suzanne, qui sont adolescents un peu turbulents, qui fument de la drogue avec leurs copains, etc., qui font de la musique, et où malheureusement le couple Nancy-Robert ne tient pas parce que Robert s'ennuie, parce que Nancy n'est pas assez aventurière comme lui, elle n'aime pas forcément la randonnée, même si elle essaye de faire des efforts. Et au fur et à mesure du temps, lui va se désintéresser d'elle, entretenir une liaison avec sa secrétaire. Et en fait, même essayer de quitter le domicile familial pendant quelques temps, puis revenir, essayer de se rabibocher. Et au Noël 78, il y a une dispute qui éclate. Et le lendemain matin, Robert décide de partir pour se changer les idées, pour quitter un peu la maison. Et là, le petit ami de la fille de Robert et Nancy, à un moment, arrive pour voir sa petite amie. Il toque à la maison, ça répond pas. Il réussit à rentrer par l'arrière de la maison comme il a l'habitude de faire pour aller voir Suzanne. Et là, à l'étage, il va la découvrir morte dans sa chambre. Découvrir aussi David mort dans sa chambre, la tête recouverte d'un oreiller, tous les deux tués par balle. Et en appelant la police, les enquêteurs vont aussi découvrir le corps de Nancy au sous-sol, assise devant une machine à écrire où elle a laissé une note de suicide. Et au parterre, à côté d'elle, il y a un revolver. Et là, c'est le début de cette première affaire pour comprendre ce qui s'est passé. Et bon, vous l'avez compris, la note de suicide va jouer un rôle très important, notamment parce que elle était signée par un N manuscrit, donc N comme Nancy. Et ça va énormément orienter les enquêteurs par la suite. J'aimerais justement qu'on revienne à toutes ces sources que vous avez. Je rappelle que sur le site internet, vous avez aussi des archives Mm. et des photos, notamment aussi pour vous familiariser avec cette famille, avec ces personnages, avec ces hommes et ces femmes, et qui permet d'aller plus loin que la lecture. C'est toujours enrichissant de voir que
On va un petit peu plus loin une fois qu'on a terminé. On peut le faire en cours de lecture aussi, puisque c'est classé par chapitre. Mais pour le coup, comment vous avez eu accès à tous ces documents? Il y en a certains qui sont peut-être surprenants aussi. Mhm. Comment, comment vous arrivez à convaincre notamment un service de police de vous donner accès à certaines informations? Qu'est-ce qui joue? Est-ce que vous êtes un parfait, vous arrivez à convaincre votre public à chaque fois? Je ne sais pas, mais comment vous arrivez à trouver toutes ces sources et à surtout les rendre publiées, en fait, les rendre publiables? Bah, en fait, il y a plein de réponses à cette question. Il y a de la chance, il y a du hasard, il y a de la malchance qui fait qu'on n'accède pas à certaines sources. Mais globalement, d'abord, on essaye d'accéder à tout ce qui est facilement accessible via Google. Quand on tape des noms, etc., tout ce qui est entre guillemets les sources de surface. Ensuite, derrière, on commence un travail de sourcing un peu plus en profondeur en allant sur des sites, par exemple, comme newspapers.com qui est un énorme site américain qui a scanné énormément d'archives journalistiques depuis même le XVIIIe siècle. Il pouvait retrouver des journaux très 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 vieux. Et à partir de là, de cette base de données-là, on peut écrire des noms et retrouver des articles. C'est comme ça que j'ai retrouvé des articles sur les parents adoptifs de Robert Spengler, qui étaient un peu des notables dans l'Iowa, dans la ville de Ames et que j'ai retrouvé des articles très précis. J'ai retrouvé aussi des articles sur la carrière sportive de Robert Spengler, etc. Et que j'ai mis en relief. J'ai trouvé d'autres noms que j'ai pu creuser ensuite derrière et j'ai reconstitué progressivement des parcours de vie en fait. Donc ça, c'est une partie. Il y a évidemment les sources judiciaires officielles. Alors la chance que j'ai eue, c'est que le FBI, des fois, quand une affaire est finie, ils mettent en ligne des dossiers d'enquête, mais en censurant les noms. En fait, c'est un peu, voilà, il y avait plein de trous, donc c'était très difficile d'en faire vraiment quelque chose, si ce n'est que, bah, au bout d'un moment, j'arrivais à remettre, à deviner de qui il parlait, etc. Et par la suite, j'ai obtenu les, euh, les dossiers en fait officiels. Donc là, j'ai pu faire le lien entre les deux. Donc il y avait ça qui était accessible gratuitement. Donc ça, c'était une chance énorme. Et puis derrière, effectivement, faut qu'on contacte les shérifs. C'est-à-dire que le bureau du shérif qui a géré l'affaire des meurtres en 78, je les ai contactés. Ils me disent, là c'était un cas très parlant pour illustrer ce que je veux dire, mais ils me disent qu'ils ont retrouvé un microfilm dans un carton, un microfilm, voilà, mais ils n'ont plus la machine pour la scanner. Le prestataire qui leur fait habituellement a fermé, et bon, eux, globalement, voilà, ils sont pas très motivés trop à m'aider. Donc je passe des semaines à essayer de les convaincre, leur dire est-ce que je peux, quand je suis aux États-Unis, je peux venir récupérer le microfilm, trouver un endroit où le scanner et vous le ramener ensuite. On me répond pas. Et il s'avère qu'un jour, quand je suis sur place, je vais retrouver l'enquêteur principal de l'enquête dans ce même bureau du shérif. Et je lui avais bien dit par mail, ah, c'est dommage, il y a le microfilm, mais pour l'instant, ça a l'air d'être compliqué de l'avoir. La première chose qu'on a fait quand on est arrivé dans le bureau là-bas, que je l'ai retrouvé, c'est qu'il a parlé au chargé de communication du bureau et il a dit, ah, mais il a un microfilm, il y a un microfilm apparemment, ça serait bien de l'avoir. Et là, d'un coup, parce que cet enquêteur, c'est resté un peu une légende là-bas, il y a ce chargé de communication qui allait passer 2 heures à la bibliothèque municipale pour scanner tout le dossier et me l'envoyer ensuite. Donc, des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive à convaincre quelqu'un d'autre. Et là-dessus, je suis très reconnaissant parce qu'ils ont vraiment été d'une grande aide. Et l'avantage, entre guillemets, c'est que l'affaire étant finie, c'était un, plus facile. Voilà. Et puis les sources aussi, et après, j'arrête, mais c'est tellement vaste. C'est aussi aller passer toute une soirée chez Jim, donc l'ancien ami de Robert Spengler et de certaines de ses femmes, et en fait, qui me sortent une pile de lettres et de courriers qu'il a gardés, des lettres qui venaient de Robert ou de Sharon, notamment sa seconde femme. Donc à partir de là, en fait, comme sur un grand, ouais, souvent les enquêteurs, je ne l'ai pas fait, mais ces grands panneaux où on met des fils rouges, etc., et on colle des éléments. On fait le tri. Moi, j'avais un dossier Drive Google avec je ne sais pas combien d'extraits d'articles, de photos, de dossiers. Et à partir de là, on prend les éléments, on les confronte à d'autres, et puis on commence à tisser un récit. En tout cas, on essaye. En faisant la paix avec le fait que on ne pourra pas tout avoir. Il y a plein de parties qu'on ne pourra pas avoir, certaines personnes qui ne voudront pas parler, etc. Donc, on raconte l'histoire de notre mieux en essayant de faire la paix avec l'idée que on ne pourra pas tout raconter dans le détail.
Tout à l'heure, vous parliez du livre de Robert Scott. Est-ce qu'il avait une théorie particulière? Vous le remerciez chaleureusement aussi en fin d'ouvrage parce que j'ai l'impression qu'il a beaucoup compté pour votre enquête. Qu'est-ce qu'il a raconté ce livre-là? Est-ce que il a été écrit en 2004, donc très peu de temps finalement après la résolution de l'affaire. Est-ce qu'il avait tous les éléments pour en parler? Est-ce que des éléments supplémentaires se sont rajoutés après 2004? Euh, Quel lien justement vous avez tissé avec ce livre? Bah, déjà, en fait, j'étais assez navré d'apprendre qu'il était décédé en fait en 2015 parce que évidemment, j'aurais aimé beaucoup discuter avec lui. Robert Scott, c'est quelqu'un, il écrivait beaucoup de livres sur du true crime dans ces années-là. En fait, ça a été une très bonne base pour moi d'un point de vue chronologique ou pour faire émerger certains noms que la presse n'avait pas forcément évoqués. Donc, ça m'a permis un peu de baliser. La chronologie des événements. Et lui, enfin, dans son livre, il se prononce un peu plus, il s'incarne un peu plus, il donne un peu plus son avis que moi je le fais dans le récit. Et lui, il creuse plus la piste de l'adoption. Voilà, comme source possible d'explication, etc. Ce qui est quelque chose que moi, avec lequel je suis pas d'accord. Il faut savoir que par ailleurs, Robert Spengler a été adopté, mais son frère, Wayne, aussi était adopté. Et en fait, cette théorie-là, dans ce livre-là, ça a un peu agacé la famille de Robert Spengler, et notamment ses neveux, les enfants de Wayne Spengler, qui disent, mais regardez, nous, notre père aussi, il a été adopté, et puis, enfin, il a tué personne, il a eu une carrière d'architecte, c'était un père aimant, etc. Donc, en fait, ce qui était intéressant aussi, c'était de reparler à cette personne qui avaient lu ce livre-là et qui avaient aussi leur avis et qui avaient aussi des choses à dire. Et la famille Spengler n'a pas été contactée pour ce premier livre. Et donc j'étais content aussi d'avoir leur récit à eux. Et ils m'ont amené beaucoup d'éléments sur les parents de Robert, sur les soupçons que la mère a pu avoir à un moment, sur certains événements entourent un peu une mort, la mort mystérieuse du père. Donc ça, c'était des choses aussi que j'ai pu creuser. Il y a d'autres éléments qui auraient pu être très marquants et étonnants, mais que j'ai pas pu mettre dans le livre parce que j'avais pas suffisamment de sources. C'était une rumeur un peu familiale, mais que j'ai pas pu explorer plus que ça parce que la personne concernée a pas souhaité me parler pour le livre. Mais voilà un petit peu près mon rapport à ce livre de Robert Scott. Il y a dans le livre, vous écrivez quand même, il y a des pistes, en tout cas des hypothèses particulières sur certains éléments, notamment cette mort mystérieuse du père. Est-ce qu'il est possible que on découvre, entre guillemets, dans quelques années ou dans quelques mois, d'autres meurtres, véritablement? Est-ce que l'affaire est entérinée, est enterrée, ou au contraire, il y a encore une recherche particulière? Je pense que pour certaines personnes de la famille des victimes ou de la famille Spengler en réalité, hein, je pense que la famille Spengler avait envie aussi de montrer un autre visage du nom Spengler, globalement, et de raconter l'autre partie de la famille, de parler des parents de Robert et Wayne, ce genre de choses. Eux, je pense pas qu'il y ait de nouveaux éléments, puisqu'en soi, l'affaire est finie, la vérité, en tout cas l'essentiel de la vérité, est sorti. Après, je pense que comme n'importe quelle famille, comme dans n'importe quelle situation complexe ou qui implique des fois des crimes, on n'a jamais totalement la photo entière. Il y a toujours des zones d'ombre parce que tout le monde a sa vision du récit, tout le monde a sa vérité aussi. Mais très sincèrement, je pense pas que de nouvelles choses sortent là-dessus. Il y avait peut-être cette intrigue, cette rumeur, voilà, mais vu le refus catégorique de la personne qui aurait pu me confirmer cette information-là, je pense pas que ça sortira parce que ce sont des gens qui ont envie d'avancer, voilà, tout simplement. Et je pense que se replonger là-dedans, ça peut être un peu trop douloureux. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus quand vous avez découvert l'affaire, quand vous avez creusé, quand vous avez écrit? Qu'est-ce qui vous a choqué le plus dans cet homme, dans cette histoire? Est-ce que Mm. c'est notamment cette phrase qui dit c'était plus facile que le divorce?
Euh, Mm. Est-ce que c'est cette phrase-là? Est-ce que c'est la froideur de l'individu? Est-ce que c'est, entre guillemets, la multiplicité de ses épouses et de leur destinée? Cette affaire, elle est absolument dingue parce que quand on vous lit, on peut partir dans différentes solutions finalement. On arrive à une solution particulière à la fin, dont je vais rien dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais je me suis posé beaucoup de questions, je me suis posé beaucoup d'hypothèses aussi. Je ne pensais pas du tout que ça allait partir dans cette direction-là. Finalement, qu'est-ce qui vous a fait le plus froid dans le dos quand vous avez découvert cet homme? Bah, très clairement, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Il y a évidemment, de prime abord, ces phrases assénées par Robert Spengler qui se positionne comme une personne exceptionnelle, une personne de grande qualité, qui a eu, et il le dit lui-même, quelques jours où il a dérapé. Voilà. Et je trouve que avoir l'aplomb de le dire, avoir l'aplomb de se considérer comme une personne exceptionnelle en ayant autant de secrets vraiment, vraiment aussi sombres que les siens, ça fait froid dans le dos et en fait ça nous force, je pense, à nous confronter à une partie de l'âme humaine qu'on ne voit pas, qu'on voit comme quelque chose de très distant. Et moi, le fait de m'être vraiment plongé là-dedans, d'avoir appris à les connaître, évidemment à distance, et d'avoir vu le parcours d'un homme, a priori tout à fait normal au début, un peu arrogant, etc., et d'un coup basculer dans le mensonge, dans la violence, etc. Je pense que c'est un des éléments qui m'a le plus marqué. Évidemment, ce qui m'a choqué aussi, c'est le déroulement des enquêtes, des premières enquêtes, et les conclusions qui ont été tirées. Alors qu'avec le regard d'aujourd'hui, évidemment, ben, on se dit, mais comment c'est possible de ne pas avoir compris ça? Après, voilà, encore une fois, les méthodes d'enquête à l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc il faut aussi se rappeler de ça. Et puis le dernier élément, c'est le choc en fait de voir le parcours de personnes qui sont mortes et qui ont vraiment eu leur vie brisée, interrompue, et alors que c'était toutes des personnes brillantes, bienveillantes, aimantes, qui avaient énormément à offrir et dont le parcours de vie a été brutalement interrompu. Ouais, ça aussi, ça m'a beaucoup travaillé et interpellé quand on parle voilà, des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes, des questions de santé mentale aussi. C'est un gros sujet dans ce livre et qu'on voit que c'est des personnes qui n'ont pas été, qui n'ont pas été écoutées en fait. Et on se dit en fait, il aurait suffi de pas grand-chose pour que bah, ce livre il n'existe pas en fait et qu'on n'en arrive pas là. Et vraiment des choses qui m'ont marqué, quoi. Et justement, par rapport à tout cela, par rapport aux failles de l'enquête, c'est vrai que on est dans le Colorado dans les années 70. Une femme tue ses enfants et se suicide. Les enquêteurs ont forcément eu aussi, on imagine, dans leur tête un coupable idéal et n'ont pas forcément cherché plus loin. C'est vrai que au regard d'aujourd'hui, on ne comprend pas, vous le dites très bien, on ne comprend pas comment ça a pu être possible. Et finalement, c'est le cas à chaque fois, on se demande, à chaque livre de la collection, on se demande, mais comment on peut avoir autant de failles dans un système judiciaire américain comme français, hein, puisque la nouvelle collection est sortie aussi de l'autre côté, qu'on a reçu dernièrement avec Sabine Champenois et Guillaume Thion. Mais on s'interroge vraiment sur la qualité des services d'enquête Mm. à toute époque. Mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, 40 ans, c'était encore pire, certes, mais on s'interroge beaucoup. Mm. Euh, Mm. Mais moi, vous savez, enfin moi, donc, comme on disait tout à l'heure, je travaille beaucoup sur les cultures numériques, sur tout ce qui touche aux créateurs de contenu, influenceurs, youtubeurs, streamers, streameuses, etc. Et en fait, quand on écoute le récit de personnes, de femmes, des streameuses notamment, qui se font cyberharceler, et quand on écoute comment elles sont prises en charge par les services judiciaires, par la police, etc., en fait, c'est juste catastrophique. Il y a un retard énorme. Donc, aujourd'hui, il y a certes de l'amélioration, mais c'est toujours très violent. Il y a une vraie difficulté à prendre en charge
la parole des victimes, à les croire, tout simplement, et à les accompagner au mieux. Mais effectivement, c'est vrai que quand on retrace les événements d'enquête, à chaque fois, il y a quelque chose de totalement hallucinant. Typiquement, lors des crimes de 1978, il y a un interrogatoire de Robert Spengler qui est évidemment, qui explique être choqué, etc. Et parce qu'il n'a pas vraiment de personne chez qui dormir le soir même, bah, une des personnes qui travaille avec le légiste qui s'occupe de l'affaire, qui est un ancien collègue à lui, est devenu un copain, l'héberge chez lui. Et ils mangent des pâtes ensemble le soir même. C'est-à-dire que quelqu'un de l'équipe d'enquête accueille le mari, on va dire le veuf éploré à ce moment-là, chez lui et l'héberge. Et en fait, ça symbolise vraiment bien bah, la personnalité de Robert Spengler, ce charisme qu'il a, cette capacité à se faire apprécier, à porter un masque aussi. Et puis même, voilà, il y a les polygraphes, les fameux tests de détecteurs de mensonges, si on veut un peu les expliquer autrement, où il va rendre le test impossible parce qu'il respire trop fort. Mais donc on va dire, ah ben, le test, non, on va pas le faire parce qu'il respire trop fort. Mais est-ce que c'est pas un indice aussi que peut-être qu'il y a un trouble chez lui? C'est peut-être, pour moi, c'est un élément quand même assez accablant. Donc voilà, en fait, il y a juste cette incapacité je trouve, à, à- à considérer une personne qui a l'air bien sous tout rapport comme un suspect, quoi. Et ça, c'est c'est assez terrible. Ouais. Et puis, il y a une autre partie dans le livre, c'est celle de Donna et notamment de l'histoire du Grand Canyon. On va peut-être parler aussi de ce Colorado, de cet État-là, puisque c'est l'histoire aussi en filigrane. On apprend beaucoup de choses sur cet État, notamment le fait qu'il ait été minier dans les années 1950, que on parle Mm. aussi du massacre de Sand Creek. Il y a beaucoup de choses aussi. C'est ça qui est extrêmement bien fait aussi dans cette collection-là, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de serial killer ou de tueur, c'est aussi une histoire d'un État à travers l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous avez aussi appris en allant là-bas? Qu'est-ce que vous a donné le Colorado? Quelle ambiance, quelle atmosphère vous avez ressenti, même des années après? Qu'est-ce qui se passe dans cet État-là? Bah, en fait, c'est effectivement, pour redire un mot sur la collection, je pense que c'était très important et enfin, Elsa pourrait en dire un mot, mais mieux que moi, mais je pense que c'est tout aussi important de raconter l'affaire que de raconter le contexte géographique et temporel dans lequel il arrive, parce que ces affaires-là disent souvent beaucoup plus qu'elles-mêmes. Elles disent quelque chose de l'Amérique, et c'est pour ça que le Colorado, c'était important d'en parler. C'était important de parler vraiment en détail du Grand Canyon, qui pour moi est un personnage comme un autre dans ce récit. Et dans le Colorado en lui-même, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment un contraste très fort entre, comment dire, la beauté époustouflante des décors qu'on a, parce qu'on a quand même des parcs nationaux qui sont vraiment très, très impressionnants, et, euh, et la réalité de la vie dans ces villes-là qui sont paradisiaques, mais où, de temps en temps, un crime atroce va survenir. Je me rappelle par exemple la Grand Junction, qui est une ville où à la fois il y a une université, donc à la fois il y a des jeunes qui viennent étudier, profiter des sports outdoor en plein air le week-end, et des retraités qui viennent euh, finir leur vie là-bas parce que c'est un cadre qui est vraiment idéal, où il n'y a pas trop de neige en hiver, où il y a des monuments géologiques magnifiques aussi. Et je parlais dans le musée de la ville avec une jeune femme qui était à l'accueil, on discutait, et je lui raconte un peu pourquoi je suis là, etc. Parce que souvent, quand un Frenchie va là-bas, les gens, ça les intéresse tout de suite. Ça facilite beaucoup les conversations d'ailleurs. Et en fait, elle me dit, ah mais la ville, c'est vrai que c'est idéal, etc. Et par contre, elle me fait, mais c'est vrai que il y a quelques mois, il y a eu un meurtre atroce qui est arrivé. Et elle me parlait comme ça, et elle se rendait même elle-même compte que il y a un voile un peu, pas de mystère, je pourrais pas dire ça non plus, mais un voile d'angoisse qui peut naître et qui peut surplomber une ville aussi idyllique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et puis, je parle avec d'autres personnes.
Et encore une fois, c'est ce contraste qui ressort. Donc la personne adorable, accueillante, qui me raconte un petit peu des choses sur la ville, sur les environnants et tout. Et d'un coup, bascule complètement et se plaint des immigrés, se plaint des Mexicains. Pour elle, il y a trop de Mexicains, alors que la ville, c'est 86% de personnes blanches. Hein. Donc vraiment, c'est une peur infondée. On était à quelques semaines de l'élection aussi en octobre dernier, donc ça, le contexte parlait aussi. Mais moi, c'était toujours ce contraste-là, à la fois entre des paysages magnifiques et des villes où ben, il y avait des maisons très bourgeoises qui côtoyaient des centres d'accueil pour SDF, des personnes ravies de vous aider à vous orienter, à vous conseiller des choses belles et qui derrière vont avoir des discours politiques très problématiques. Voilà, c'est ça un peu le Colorado, même si le Colorado, faut le rappeler quand même, c'est historiquement plutôt démocrate. Après, des fois, il y a des comtés où c'est un peu plus, où le shérif fait un peu plus sa loi et s'en fiche un peu plus des règles, on va dire. Mais c'est un peu, ouais, c'est un peu ça qui m'a vraiment interpellé en passant du temps là-bas. Puisqu'on ne l'a pas dit encore, mais après avoir alors, pas quitté après avoir. Non, on va rien dire. Sa deuxième épouse, la première épouse, c'est Nancy, vous l'avez compris, avec ses deux enfants. La deuxième, c'est Sharon, sa maîtresse, avec qui il a trompé sa première femme. Il divorce également ensuite. On passe à la troisième femme qui est donc Donna. Et avec elle, Donna, c'est plus particulier puisque elle n'aime pas la randonnée. Elle n'ose pas aller dans le Grand Canyon. Il la pousse un petit peu, il la force un petit peu, puisque ça vous permet aussi de parler des canyoneers avec ces risques assez affligeants, puisqu'il y a, je crois, une quinzaine de morts par an dans ce Grand Canyon. Hmm. Je crois, vous me confirmez ça, Vincent, mais Ça dépend des années, oui, mais voilà, mais en gros, en on moyenne. meurt toujours dans le Grand Canyon, malheureusement. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être le crime le plus difficile en réalité non seulement à comprendre, mais aussi à prouver. C'est celui qui a peut-être pris le plus de temps finalement, je ne sais pas, vous me direz. Hmm. Mais j'aimerais qu'on parle de ces canyoneers aussi, de cette folie qui s'empare de ces hommes, de ces femmes. Vous avez travaillé dans le numérique, notamment avec, sur les influenceurs qui se prennent parfois souvent en photo au bord de choses extrêmement dangereuses. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur ces sujets-là, mais il y a aussi beaucoup de morts dans ces sujets. Qu'est-ce que ça vous a permis, notamment cette randonnée avec Jim? Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre sur ce crime, sur Donna également, sur cette histoire-là? Bah, déjà, effectivement, pour me donner un peu plus de contexte sur le Grand Canyon, donc c'est une faille qui est gigantesque, qui s'étend à perte de vue, et par laquelle on arrive plus souvent sur la faille sud. Le nord est un peu moins accessible, et donc on arrive sur une grande route. Et en fait, à partir de là, ça se divise entre deux types, on va dire, de touristes, de visiteurs. Il y a ceux qui vont rester à la surface, qui vont aller au bord qui vont prendre des photos, faire des selfies, euh, peut-être marcher un peu quelques kilomètres, quelques miles le long de la faille, le long du canyon. Et il y en a d'autres, en revanche, donc les canyoneers, c'est ceux qui vont aller dans le Grand Canyon et qui vont descendre, suivre des trails, des sentiers qui avaient été beaucoup tracés par les mineurs ou des fois les natifs, hein, parce que voilà, faut pas oublier non plus toute la présence des natifs dans la région et à quel point ils ont été massacrés, repoussés par les colons. Et donc ces personnes-là, les canyoneers, assez vite, il y en a beaucoup qui cultivent, c'est ça, une obsession pour le Grand Canyon, notamment l'un d'entre eux qui a peut-être fait l'une des cartes les plus précises du Grand Canyon, Harvey Bochart, qui partait de chez lui, laissait sa femme, ses enfants, et revenait à pas d'heure, des fois se casser. Oui, je voyais un commentaire. Il y a les ânes, les mules, effectivement, qui étaient très importantes pour transporter le minerai. Et Hervé Buchart, lui, il illustre très bien ça, cette obsession, cette volonté de descendre, de trouver des nouvelles pistes, de trouver des nouvelles falaises à escalader, de dormir plusieurs nuits là-bas, de remonter de l'autre côté. Et en fait, de faire de cet endroit une forme de terrain de jeu où ils peuvent créer leur propre aventure, en fait. C'est comme un et je sais pas s'il y a des personnes qui jouent aux jeux vidéo ici, mais les derniers jeux Zelda, cette carte énorme qui s'offre aux joueurs et dans laquelle on peut aller dans tous les sens, et ben, il y a un peu ça avec le Grand Canyon, avec tous les risques que ça pose derrière, effectivement. Et là, encore une fois, ça va pas vous surprendre, mais il y a une majorité d'hommes qui perdent la vie là-bas par bêtise, par orgueil,
en se penchant un petit peu trop pour faire une blague, en prenant des sentiers et en les coupant et en glissant et en chutant, en ne prenant pas assez d'eau et en prenant des risques à partir de là. Donc tout ça, en fait, ça crée un environnement qui est quand même assez terrible. Il y a un livre hein, assez connu qui recense toutes les morts qu'il y a eu dans le Grand Canyon et qui fait même des statistiques un peu là-dessus. C'est assez édifiant. Et donc en fait, la mort est tellement présente dans le Grand Canyon que ça fait partie de la culture de l'endroit, hein. Globalement, les visiteurs demandent souvent ah, combien de personnes ont chuté cette année, etc. et tout. Et il y a même une blague entre rangers, qui est une blague assez assez noir, mais il parle de Grand Canyon divorce. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un couple qui se balade et qu'il y a une des deux personnes qui tombe, eh ben, on ne saura jamais vraiment, en fait, si c'était un accident ou si l'un a poussé l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de divorce par le Grand Canyon. C'est assez terrible, mais bon, ça montre bien que c'est quand même à chaque fois un doute qui est toujours existant. Euh, sur place. Et donc Robert et Donna qui effectivement pratique la randonnée, mais qui est sujette au vertige. Et quand on a des vertiges, le Grand Canyon, c'est pas forcément recommandé, surtout si on va dans le Grand Canyon. Si on va dans la peinture, comme Jim, il a eu cette phrase que j'ai adorée, il dit les gens qui restent à la surface du Grand Canyon voient la peinture, les personnes qui descendent dans le Grand Canyon font partie de la peinture. Et ça, je l'ai vraiment compris en y allant avec lui. Et Robert, qui s'était pris de fascination pour le Grand Canyon, ne pouvait pas supporter l'idée que sa compagne ne vive pas ces aventures-là avec lui. Parce que sa deuxième femme, Sharon, c'est elle qui lui a fait découvrir le Grand Canyon. Elle a même écrit un livre dessus, qui est passionnant, que j'ai lu plusieurs fois. Et donc lui, il fallait qu'il retrouve ça, cette passion, cette obsession pour le défi, le challenge et l'exploration de ce lieu assez mythique. Et donc, c'est à la fois le fruit de ce couple qui n'est pas tout à fait pareil, qui n'a pas les mêmes envies, la personnalité de Robert et de sa lassitude vis-à-vis de son couple et de Donna. Et c'est ça qui les a amenés à faire une randonnée sur le Grandview Trail, un sentier assez connu et pourtant assez, on va dire, abrupt. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Vincent, c'est le moment de lire le premier extrait Ah oui, du ok. livre. Alors, je suis désolé, j'ai pas chronométré, donc j'espère que je vais pas faire trop long et que je vais pas trop écorcher le texte. Mais voilà, je vais faire au mieux. Euh, Voilà. Donc là, juste pour le contexte, on est en décembre 78, on est le 29 décembre, et c'est un peu un récit de la famille, de l'ambiance dans la famille à ce moment-là. Donc je vais parler de Suzanne, la fille, Tim, son petit ami, Robert, Nancy, un peu David aussi, voilà. Mais donc je vais commencer avec ça. Le 29 décembre 1978, en fin de journée, il y a encore une fois du monde au 76-14 South Franklin Way. Tim et Suzanne prennent du LSD et restent dans la chambre de celle-ci jusqu'à tard dans la soirée. Elle lui parle de ses parents. Elle sait que quelque chose ne tourne pas rond entre eux. Ils discutent aussi des préparatifs de leur soirée de réveillon. Les deux amoureux prévoient, avec l'accord de la mère de Suzanne, de fêter ça à la maison et de célébrer en même temps l'anniversaire de Tim. David, de son côté, traînera avec deux amis entre sa chambre et le sous-sol. Lui tente d'oublier l'altercation de l'après-midi avec son père. Robert s'est emporté contre son fils à propos des longues répétitions de son groupe de rock dans le sous-sol. Si le patriarche s'est excusé par la suite, la journée n'est pas facile. Au téléphone, il a appris que sa mère, Ione, a fait une chute dans les escaliers ou peut-être une attaque cardiaque et a dû être hospitalisée. Sans surprise, une autre dispute éclate dans la soirée, cette fois avec Nancy. Ce n'est pas la première fois que les époux Spengler s'invectivent ouvertement, y compris devant les enfants ou leurs amis, mais les échanges n'ont jamais été aussi virulents. Le retour de Robert à la maison n'a finalement pas permis la réconciliation tant espérée avec sa femme. Il veut retourner auprès de Sharon. La fin de leur histoire, démarrée il y a plus de 20 ans, lorsqu'ils étaient encore adolescents au lycée d'Ames, semble inévitable. Le samedi 30 décembre, en début de matinée, les températures sont bien en dessous de 0 degré et un joli manteau neigeux d'une dizaine de centimètres couvre la région. À l'intérieur de la maison Spengler, l'ambiance est tout aussi glaciale, au point que Nancy demande à Robert de quitter le domicile. Il attrape son manteau sans réfléchir, s'échappe en ville,
d'abord à pied, puis en voiture, après être retourné dans son garage. Il roule dans Littleton, sans but, écoutant un match à la radio, puis décide de filer au cinéma. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il décide de revenir à son domicile. En tournant sur Franklin Way, il découvre de nombreux véhicules attroupés devant la maison, des camions de chaînes de télé, mais également et surtout des véhicules du shérif. C'est alors qu'il se gare comme il peut. Un agent vient lui annoncer la terrible nouvelle. Sa femme et ses enfants sont morts. C'est le petit ami de Suzanne qui les a trouvés. Voilà. Donc ça, c'est un premier extrait qui parle donc de ce jour tragique où Nancy et ses deux enfants sont morts. Merci Vincent. Comment vous êtes tout à l'heure dans le chat, on parlait du côté quasiment romancé de cette collection et de ce livre-là notamment. Comment vous travaillez la narration dans ce livre? Est-ce que vous avez fait un travail particulier sur comment raconter finalement une histoire que vous avez pris là encore plus à rebours, donc c'est encore plus difficile. Euh, Qu'est-ce que vous avez travaillé particulièrement pour que le lecteur, en tout cas moi et beaucoup d'autres, ressentent ce livre-là comme un true crime, certes, de la non-fiction, certes, mais quand même avec autant de suspense, alors qu'on peut très facilement trouver la résolution sur Internet. Personne ne le fait concrètement, en tout cas, j'espère pas. On attend que l'auteur déroule son fil, et c'est le cas. Vous prenez beaucoup de temps pour annoncer les choses, et c'est génial. Euh, comment vous avez travaillé cette narration? Est-ce qu'elle est différente du travail journalistique que vous faites de l'autre côté? Bah, alors déjà, il y a quelque chose que je voulais éviter, c'était d'être trop sensationnaliste dans le récit, de trop m'appesantir sur du suspense, d'être trop voyeuriste dans la description de certaines scènes ou ce genre de choses. Ça, j'ai essayé d'éviter ça parce que c'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement dans les récits d'affaires criminelles réelles. Voilà, certains magazines. Je vois beaucoup sur YouTube aussi des chaînes des fois où je suis pas toujours un peu à l'aise sur des fois l'utilisation. Là au moins je pouvais pas utiliser de musique, donc il y avait il y avait pas ce risque un peu de mise en scène. En fait, c'est bête à dire, mais je pense que la chronologie, en fait, et ça a été une discussion avec Elsa aussi. Je racontais beaucoup plus les crimes dès le départ euh, tels qu'ils étaient arrivés. Et en fait, on a décidé de les redécaler à un autre moment, tout simplement parce qu'en fait, le but aussi du récit, c'est de raconter l'histoire telle qu'elle est arrivée dans le sens chronologique. Et cette affaire-là, elle s'étale de la fin des années 70 à la fin des années 90. Et entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Donc, à partir du moment où on s'est dit, bah voilà, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui serait présent sur place, qui observerait ce qui s'est passé, bah, il y a des choses qu'il voit, il y a des choses qu'il ne voit pas, parce que c'est des choses qui vont être comprises, admises que des années après. Et puis en fait, moi, là où où ça s'est un peu facilité dans le récit, c'est à partir du moment en fait où j'avais tous les éléments. En fait, les scènes, elles sont venues naturellement. C'est-à-dire qu'il y a dans les dossiers d'enquête, il y a les témoignages des voisins, il y a les témoignages d'un tel, etc. Et c'est tout autant d'éléments qui permettent de faire ressortir les événements à la surface un peu tout seul. Donc, moi, j'ai juste essayé de rester ouais, de pas être trop pompeux dans l'écriture et tout ça et de pas tomber dans la fiction du tout en fait. C'est des livres qui sont journalistiques. Simplement, bah, en fait, c'est possible de faire des récits qui peuvent ressembler à du polar à partir du moment où on a le temps long pour les fouiller suffisamment. Et c'est tout bête, mais je parle là dans l'extrait d'un manteau neigeux, des températures qu'il y avait ce matin-là, c'est des données qui sont accessibles en ligne. Donc, il suffit de retrouver, voilà, de retourner sur Internet, quel temps, quelle météo il y avait tel jour précisément à Littleton en 78. C'est des choses qui sont disponibles. Donc à partir de là, je sais que dans un autre livre, il y a la description d'un vol en avion. Bah, c'est des données aussi qui étaient accessibles et donc l'autrice a pu le retranscrire et le faire revivre comme ça. Voilà, c'est faire un collage qui au final va, je l'espère en tout cas, proposer une peinture qui fait sens. Est-ce que vous avez, alors le livre est sorti récemment, mais est-ce que vous avez déjà eu des retours de personnes liées
aux Spangler. Je pense notamment à Jonathan et Brad. Mm. Est-ce que vous leur avez envoyé le livre? Est-ce qu'ils l'ont lu? Est-ce que vous avez eu des retours à des personnes proches de l'affaire, entre guillemets? Jonathan et Brad Spengler, donc les neveux de Robert Spengler, je les ai prévenus de la sortie, etc. Puis j'avais checké pas mal de choses avec eux. Ils m'ont pas répondu encore, mais je leur ai proposé, s'ils voulaient, d'envoyer le PDF, etc. Bah, après, bon, forcément, ils parlent pas français, donc c'est compliqué. Mais ce que j'avais fait avant de vraiment finaliser le livre, c'est que j'avais envoyé euh, des gros extraits. Alors, j'ai fait une traduction automatique, mais bon, là, je suis désolé, vous pouvez me blâmer pour ça, mais ça permettait au moins à mes interlocuteurs de comprendre l'essentiel du texte, et notamment pour le détective Paul Goodman, donc l'ancien enquêteur, et l'agent Lenny Jones du FBI, parce que sur les aspects vraiment factuels, je voulais être sûr d'être vraiment carré, donc je me suis permis de leur partager à ce moment-là. Et effectivement, là, j'ai eu des retours de Paul Goodman et de Jim notamment qui m'ont demandé à ce que je leur envoie le livre et le PDF même aussi, je crois, si possible, ce que je ferai évidemment avec intérêt. Et Jim, c'est marrant parce que Jim, donc grand passionné de randonnée du Grand Canyon, il me l'a dit, je le veux bien pour moi, mais aussi parce que c'est un nouveau livre sur le Grand Canyon et je veux l'ajouter à ma collection parce il collectionne tous les livres qui parlent du Grand Canyon et donc il voulait l'ajouter aussi pour cette raison-là. Voilà. Très bien. Et j'aimerais juste revenir sur le profil de Robert Spangler parce qu'il est peut-être extrêmement inquiétant. Ça m'a forcément, peut-être à d'autres, fait penser à Dupont de Ligonnès. Son profil, il passe longtemps sous les radars. Est-ce que ça en dit long aussi sur notre manière, la manière des Américains, difficile de comparer les deux systèmes, mais quand même, mais notre manière de repérer les violences domestiques et du rapport américain aussi à la famille, à la masculinité et au succès. Est-ce que c'est une affaire fondamentale, entre guillemets, qui mérite d'être davantage connue peut-être ailleurs qu'aux USA? Est-ce que ça en dit long aussi? Est-ce que c'est entre guillemets un classique? Bah, c'est pas propre aux États-Unis. Enfin, il y a plein d'aspects effectivement qui font que c'est américain pour plein de raisons. Mais des profils comme Spengler, on en a partout. Enfin, des hommes narcissiques. Euh, alors, je ne fais pas de diagnostic hein, évidemment, mais il y a plein de personnes, notamment les profilers FBI, qui estiment que son profil se rapproche d'un profil psychopathique, même s'ils n'ont pas eu le temps de faire un diagnostic comme ils auraient aimé. Il est question de Ted Euh, Bundy dans le livre. voilà. Mais non, non, pour moi, je pense malheureusement qu'en fait, que des profils comme ça, il y en a un peu partout sur Terre. Là où les spécificités sont peut-être un peu plus fortes côté américain, c'est dans la mythologie qu'ils essayent de se créer sur l'homme qui se fait tout seul, l'homme qui va conquérir, qui va partir à l'ouest, parce qu'au début ils étaient en Iowa, mais ils vont partir vers l'ouest des États-Unis bah, et refaire un petit peu ce mythe de la conquête de l'ouest, de s'établir, d'avoir du succès, d'avoir un bon poste, d'avoir une belle maison qui t'a s'endetter sur 3 générations, etc. Ça, c'est très propre aux États-Unis et donc ça construit des images d'hommes qui peuvent prendre en charge leur famille, les protéger. Voilà, Robert Spengler, il y avait une arme aussi à la maison. C'était quelqu'un de charismatique, de respecté. Sa femme Nancy, par conséquent, qui voulait quand même avoir une carrière bah, a dû s'effacer et s'est retrouvé à s'occuper du foyer, de ses enfants et de la vie de la communauté de Littleton. Donc je pense, là, c'est des choses en fait non, qui sont peut-être un peu plus... Non, ils sont pas... Mais non, en fait, non. Ces profils-là, on les retrouve partout en fait. J'ai pas de... Je suis désolé, mais en fait, là, en le décrivant, en fait, ça existe énormément en France aussi. Hein. Donc voilà, c'est terrible à dire. Il y a des spécificités américaines, mais je pense qu'un profil comme le sien, on en a vu plein. Enfin, Dupont de Ligonnès, évidemment, c'est très différent, mais à la fois, il y a ce truc, il y a des similarités qui sont un peu évidentes. Puis c'est un peu terrible à dire, mais ça a toujours un peu les mêmes phrases qui ressortent à chaque fois. Ah, c'était un voisin très gentil. Ah, on n'aurait jamais cru, etc. Mais c'est justement ça, en fait. C'est justement ça qui rend toutes ces affaires si violentes. Et que, en fait, c'est pour ça qu'il y a un peu
dans les mouvements féministes, etc., on dit bah c'est tous les hommes en fait. C'est tous les hommes sont potentiellement concernés par de la violence. Donc je pense que c'est ça qu'il faut en retenir en fait. C'est que c'est pas not all men quoi. Au contraire, c'est potentiellement tous les hommes. Donc ouais, c'est ça que je pense que c'est ça que je dirais. Est-ce que quand vous avez travaillé, vous avez quand même travaillé 5 mois dessus, euh, comment on vit avec Robert Spengler constamment dans la tête? Est-ce qu'on en sort usé? Est-ce qu'on en sort essoufflé? Est-ce que ça vous hante? Ou au contraire, vous arrivez à prendre une distance extrêmement puissante pour parler de lui et écrire sur lui, même Hmm. s'il ne s'agit pas que de lui? Bah, il y a des moments, mais en fait, j'avais jamais pensé à ça jusqu'au soir où j'ai rencontré donc Jim et qui demandait, mais comment tu te sens? En fait, il avait dit en anglais et j'avais mal compris sa question et il a dû reformuler et en disant, mais toi, comment tu vis l'affaire, le fait de te plonger dedans, d'être un peu peut-être obsédé par ça. Et ouais, moi, j'ai eu des phases un peu peut-être pas obsessionnelles, mais de vraiment de dire où ça occupait tout mon cerveau. Il y avait des journées où c'était difficile de s'en sortir parce que, mais c'était pas grave en soi, hein. Je suis pas en train de dire que je dormais pas ou quoi, mais c'est vrai il y a une présence qui s'est mise en place à force d'en apprendre sur lui, d'en apprendre sur ses femmes, d'en apprendre sur ses proches, d'en apprendre sur ses espaces. Ça, comment dire? Ça, ça, ça fait comme un casque de réalité virtuelle où, en gros, bah, l'environnement réel autour de nous est remplacé par un autre décor, par d'autres personnages, par d'autres interlocuteurs, et ça peut prendre un peu le pas des fois. Mais non, en vrai, ça allait, ça s'est plutôt bien passé. Le moment un peu plus dur, pour le coup, c'était la rencontre avec Paul Goodman où il m'a montré tout son PowerPoint d'enquête avec les photos des crimes. J'avais déjà été confronté pour d'autres sujets, d'autres articles à des photos, des scènes de crimes. Mais après avoir passé plusieurs mois à fouiller dans la vie de quelqu'un, notamment Nancy, c'est les deux enfants, ou Donna, de les voir là, mortes, enfin, c'était assez. Ça m'a un peu travaillé derrière, en fait, de voir la brutalité même de ce qui s'est passé surgir comme ça sur un, un PowerPoint, quoi. C'est un reality check qui était assez fort, voilà. Mais sinon, non, non, je pense que ça allait, et c'est justement en restant factuel dans le récit que ça aide, je trouve, à garder la bonne distance. Et c'est un des avantages de cette collection, si je trouve, c'est que l'auteur ne s'incarne pas dedans. Et ça aide aussi. C'est pas du gonzo journalisme. Euh, et ça m'a permis de me créer une petite carapace, je pense aussi. Très bien. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'une hypothétique? Alors, pour ceux qui n'ont pas encore le livre, alerte un petit peu spoil, coupez le micro. Euh, En fait, la base, c'est qu'à la fin, sans cet aveu-là, il aurait continué concrètement à courir longtemps, peut-être. Mm. Alors, il va décéder rapidement. Bref, mais est-ce que vous pensez qu'il avait le profil pour encore aller plus loin? Est-ce que vous avez senti chez les proches, chez les témoignages que vous avez eus, les enquêteurs et autres, est-ce que concrètement, tout à l'heure on parlait de crimes peut-être qui n'ont pas encore été élucidés, mais est-ce que finalement vous pensez qu'il s'est arrêté là? Est-ce que sur la couverture, 4 meurtres, c'était suffisant pour lui? Bah, ça, il n'y a que lui qui le sait, évidemment. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu une quatrième femme qui s'appelle Judith. Au moment où l'affaire explose, vole en éclats, et il y a eu une vraie inquiétude des enquêteurs pour la santé et la sécurité de Judith. Donc, et on parle d'enquêteurs du FBI. Donc des gens qui ont étudié son profil, sa psychologie, etc. Donc là, vraiment, pour le coup, si eux étaient inquiets, je pense qu'il y avait effectivement moyen
de s'inquiéter, de se dire que peut-être il allait recommencer, etc. Et notamment, là, je ne vais peut-être pas rentrer trop ça serait rentrer trop dans le détail, mais au moment où l'affaire explose, il y a eu une journée, une randonnée qui a beaucoup inquiété les inspecteurs aussi. Donc ça, je pense effectivement. Puis surtout de la manière dont lui, il en parle, où il va dire, voilà, je suis une personne exceptionnelle, tout le monde trouve que je suis une personne géniale, j'ai juste j'ai fait quelques erreurs. Donc si lui, il considère ces gestes-là comme ça, qu'est-ce que c'est une erreur, une petite erreur en plus, quoi. Voilà. Mais après, encore une fois, moi, je suis pas là pour me livrer à des interprétations sur sa psychologie, etc. Je ne suis pas rentré dans la théorie, quoi. Voilà. Vous avez bien fait. Euh, j'ai deux questions que je pose régulièrement à des auteurs pour sortir un petit peu de l'affaire, pour nous faire respirer un peu aussi, parce qu'on parle de choses quand même plutôt glauques depuis le début. C'est celle de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez refaire sortir de l'ombre, peu importe finalement la lecture, hein, ça peut être Mm. à partir du moment où c'est un livre, ça compte. Qui avez-vous choisi, Vincent? Quel lecteur finalement êtes-vous aussi? Bah, c'est un auteur que je cite dans les remerciements à la fin pour plusieurs raisons. En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas Nova. Alors, je l'ai découvert ces derniers mois, etc. Donc, c'était un nom qui est familier pour beaucoup de personnes, parce que il est pas méconnu comme ça, mais il mériterait d'être beaucoup plus connu, évidemment. Il était, parce qu'il est malheureusement décédé tragiquement. Il avait même pas 50 ans. Il est décédé fin décembre, lors d'un trek, je crois, d'une crise cardiaque. Et il était, donc c'est un franco-suisse, il était chercheur, socio-anthropologue et auteur de beaucoup de livres, à la fois sur le design. En fait, c'est ce genre de personnes qu'on croise rarement dans sa vie, mais qui ont une capacité à produire, à créer dans tout un tas de domaines et à chaque fois à être brillant, en fait. Et, euh, et il y a pas très longtemps, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a parlé de lui et qui était très ému en évoquant le souvenir de Nicolas Nova et qui m'expliquait à quel point que c'était une personne brillante. Et c'est à ce moment-là, en fait, en parlant avec lui, que j'ai compris que j'avais lu un de ses livres qui m'avait aidé pour écrire ce livre. C'était un livre c'était des exercices d'observation, donc qui se basait sur les méthodes des anthropologues. D'artistes, de naturalistes, etc., pour donner des exercices pour nous aider à observer notre entourage, pour ensuite prendre des notes, aider à écrire. Et en fait, moi, ça m'a énormément aidé dans l'écriture du livre, parce que en suivant un petit peu ses conseils à lui, en tout cas, j'ai essayé au mieux derrière d'appliquer sa méthode quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais dans le Grand Canyon, quand j'étais dans les villes, etc. Et, et en fait, voilà, je trouve que c'est une personne qui était brillante, qui est disparu tragiquement et qui aurait pu produire tellement d'ouvrages et de recherches et de travaux passionnants. Il a travaillé beaucoup sur le numérique. Il a écrit des ouvrages aussi sur la montagne. C'est quelqu'un qui faisait énormément de choses. Et voilà, si je peux qu'encourager les personnes présentes ce soir à le découvrir, c'est pas si elles et ils ne le connaissent pas déjà. Voilà, je voulais en parler parce que il m'a marqué plus que je le pensais avant de découvrir que c'était lui qui m'avait aidé. C'est pas très clair comme phrase, mais en comprenant que c'était cette personne qui m'avait beaucoup aidé dans l'écriture de ce livre, ça, ouais, ça a fait un peu une explosion dans ma tête. Voilà. Et dans ce livre-là, d'ailleurs, il met sur le même pied d'égalité les écrivains, les designers, les naturalistes du quotidien. Je trouve ça aussi très beau. Oui. La deuxième question, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous incarner pendant 24 heures. Et si tel est le cas, est-ce que vous changeriez sa destinée? Oui, c'était pas facile comme question. Au début, j'ai pensé à Picsou pour utiliser un peu différemment son argent. Et après, je me suis dit que je préférais choisir Harry Potter. C'est que des choix très mainstream et je vais m'expliquer. Parce que je me dis, si je suis Harry Potter pendant 24 heures, donc j'arrête la carrière au ministère, etc. Et je deviens un militant qui lutte contre les transphobes. Vraiment, je milite à fond là-dessus. Parce qu'en fait, j'aime trop l'idée que un personnage se retourne contre son auteur.
Et ça m'avait rappelé le film la vie de Harold Crick. C'était avec Will Ferrell. C'est un film génial où c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, il est le personnage d'un roman et il y a une voix off dans sa tête qui est en fait la voix de l'écrivaine. Et il se rend compte que en fait, il n'existe pas vraiment, que son destin dépend pas de lui. Il va essayer de reprendre le contrôle. Et là, je me suis dit, ouais, je pense que je choisirais Harry Potter pour en faire un militant en lutte contre J.K. Rowling. Voilà. C'est très drôle, très original et très drôle. Bravo. Moi, quelque chose que j'adorerais lire sur Wattpad, sur toute plateforme, un peu fanfiction, mais bon, là, c'est pas de la fanfiction, mais j'aimerais bien lire ça, moi. Ok, très bien. Surtout en ce moment, puisque elle a Ah oui, récidivé mais c'est pour ça que très j'ai choisi, récemment. parce que là, Mais là, c'est bon, enfin, non, ça commence, ça fait déjà très longtemps, mais là, c'est vraiment, vraiment énervant. ça Ok. risque juste de défier la problématique du droit d'auteur, c'est-à-dire que c'est elle qui va attaquer après pour Mais c'est plagiat. pour ça, faut dire c'est une fanfiction, c'est une fanfiction. Ouais, mais c'est chaud, je pense. Ah, tu me déconseilles? Bah, je voulais te le pitcher après, Non, mais bon, mais bah, tant pis, écoute. je te déconseille à toi et à toute personne souhaitant s'attaquer à l'univers de J.K. Rowling pour de simples raisons de droit d'auteur. Et de pouvoir, et d'argent. Légèrement. Oui. Ok. Bravo. Bravo, Vincent. Très bonne idée. Eh bien, c'est le moment de nous lire un deuxième extrait, alors, Ah Vincent. oui, c'est vrai. Alors. Donc là, c'est un extrait qui se passe. euh, c'est quand Donna et Robert s'engagent sur le Grand View Trail euh, pour cette fameuse randonnée dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment une description un petit peu de ce sentier-là. Alors je vais voir où je vais m'arrêter exactement, parce que bref, mais j'y vais, je tente. Les premiers kilomètres du Grand View Trail sont redoutés, très ardus. À flanc de falaise, il faut emprunter de fragiles escaliers en rondins de bois jonchés de graviers de différentes tailles, fruits de l'érosion du calcaire de Kebab. La piste étant rarement entretenue, il n'est pas rare de la trouver affaissée par endroits ou entravée par des chutes de rochers ou de troncs d'arbres. Sur certains blocs de pierre, on aperçoit de larges fissures, cicatrices de la dynamite utilisée dans le passé pour ouvrir la voie. Cette section demande une attention de tous les instants. Quelques secondes de distraction suffisent à vous faire quitter la piste sans vous en rendre compte au détour d'un lacet. Descendre dans le canyon, c'est aussi s'enfoncer dans les méandres de l'histoire géologique. Chaque couche de sédiment a sa propre couleur et il suffit de regarder la poussière sur ses chaussures pour s'en rendre compte. Une structuration qui pousse également à adapter sa marche à chaque strate. Par exemple, lorsqu'on quitte le chaotique calcaire de Kebab pour une série de lacets brutaux sur les dalles de grès de Coconino. Il faut par ailleurs penser à faire des pauses afin de s'hydrater, lever les yeux, admirer la vue dans la vallée au niveau du Coconino Saddle, s'abriter sous les genévriers, si possible, sentir la sauge ou les étonnantes fleurs de Ptélea, apprendre à distinguer les yuccas et les agaves, qui ne fleurissent qu'une fois dans leur vie et s'effondrent dans la foulée, puis repartir et s'engager dans de nouveaux lacets tortueux dans le schiste rouge de Hermite, aussi friable que glissant. Si le terrain s'aplanit doucement, il est nécessaire de se faufiler à travers des éboulis de roches de plus en plus impressionnants et de poser ses pieds et ses mains avec prudence pour ne pas effrayer les lézards, provoquer les crotales ou perturber les tarentules en quête de partenaires. Ce n'est qu'en atteignant l'ouest du canyon de Cottonwood Creek, en entrant dans la formation Soupaille, que le chemin se stabilise et emmène ses visiteurs vers le tant attendu plateau de Horseshoe Mesa, au campement, le Graal, de l'ombre et des toilettes. Voilà. Merci, Vincent. Est-ce que d'ailleurs ce livre-là vous donne envie de rééditer l'expérience dans un autre état, par exemple? Je sais que la collection s'enrichit de plus en plus, un petit peu comme Jean-Marie Potier, qu'on avait Mm. déjà reçu et que vous avez remercié aussi en fin d'ouvrage pour l'affaire Emmett Till, et qui récidivera, j'ai bien compris, il me semble, dans quelques mois aussi. Là, pour le coup, la récidive est acceptée, est acceptable. Est-ce que ça vous donne envie d'aller justement dans ce domaine-là, d'aller chercher encore une fois une nouvelle affaire? Est-ce que, au contraire, c'était une dure expérience, entre guillemets, mentale aussi? Finalement, où vous vous situez Euh, pour l'avenir? alors, en fait, de manière très pragmatique, retourner aux États-Unis dans le climat actuel, c'est quelque chose qui ne m'attire pas forcément. Euh,
Il y a aussi, bon, moi, le- j'essaie de pas trop prendre l'avion. Là, c'était difficile de refuser de le prendre parce que c'était un projet tellement à part et nouveau pour moi. Et Je d'ailleurs, pense, Vincent, pardonnez-moi, mais juste avant que vous répondiez, Elsa, est-ce que c'est une obligation que les auteurs aillent aux États-Unis sur les lieux? Et En avion, c'est conseillé. non, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont obligés d'aller Oui, sur les oui, lieux pour faire le livre? oui, ça C'est fait une partie obligation. du sujet, Contrainte. hmm, enfin, de la façon dont on travaille la collection, c'est qu'effectivement, il y a du reportage, en fait. S'il n'y a pas de reportage, pour nous, ça n'a pas Enfin, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, sinon hmm, c'est un travail d'archive. Mais même, en fait, Anaïs, quand elle a travaillé sur l'affaire Alice Crimmins, qui était une des vieilles affaires, ou Jean-Marie avec Emmett Till, qui était une des plus vieilles aussi, il faut aller voir les lieux, il faut aller rencontrer le peu de survivants qu'il y a quand il y en a, enfin, il faut s'imprégner. Enfin, je voyais dans les commentaires, le sève la sève de la collection, c'est aussi le background. Donc, s'il n'y a pas de reportage, il n'y a pas de background. Enfin, ça va avec, quoi. hmm. Donc, on va peut-être faire basculer Vincent dans la collection faits divers français. Mais non, non, mais c'est vrai que c'est un vrai privilège qu'on a d'avoir un budget pour effectuer ce voyage-là. Ça, faut le dire, c'est pas tous les auteurs, toutes les collections qui le permettent. Et le livre que j'ai fait enfin, l'extrait que je vous ai lu n'aurait pas pu exister sans que j'y sois allé. Je pense que c'était évidemment essentiel pour raconter un espace, pour raconter des lieux, pour raconter des gens. Ça, pour moi, c'est assez évident. Moi, plutôt, en fait, ça m'a énormément plu d'écrire sur la nature. Il y a puis j'ai beaucoup exploré, lu sur le nature writing, comme on dit, l'écriture sur la nature. Je pense que je vais essayer de continuer un peu dans cette voie-là. Je ne sais pas encore de quelle manière. Et si on parle d'affaires criminelles, moi, je sais pas, j'aimerais bien un jour écrire des récits d'affaires criminelles où les victimes sont des espèces en voie de disparition, comme les ours, ou des espèces menacées, comme les loups. Je pense qu'il y a énormément de choses à raconter là-dessus, en France, notamment et de raconter à quel point la mort d'un ours, la mort de loup parle énormément, là aussi, comme dans ces affaires-là, d'un territoire, de gens, d'une époque, etc. Voilà, mais ça, c'est plus c'est mes intérêts plus personnels qui me donnent envie de faire ce genre de récit-là. Voilà. D'où la référence à Édouard Dabé dans le livre. Oui, oui, effectivement, il m'a accompagné tout du long. Édouard Abbé, qui était vraiment en plus, qui connaissait bien les parcs puisqu'il y a longtemps travaillé. Donc, c'était indispensable de l'emmener et de le lire. Eh bien, parfait. Elsa, je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose? Non, c'était parfaitement éloquent et surtout, ça donne envie d'y aller, en fait. Enfin, il y a vraiment dans celui-là, je trouve le côté grands espaces qui est extrêmement bien rendu par la plume de Vincent, mais qui est un endroit qui appelle vachement, enfin, qui convoque beaucoup dans l'imaginaire collectif, quoi. Donc, Mm. c'est un texte très fort, ouais. Mm. Eh bien, ok. Merci. Merci infiniment à tous les deux. Vincent, je le remontre, il est là, Le Veuf Noir du Grand Canyon, aux éditions Society et 10-18, dans le Colorado. Et peut-être qu'Elsa peut nous donner une info pour le prochain à sortir. Je crois que c'est Jean-Marie Potier, il me semble. Alors, il y en a deux, ouais, en septembre. Il y a David Cassan qui écrit sur la fugue sanglante de Charlie Cohen. Et la fugue sanglante, c'est l'histoire d'un fils parricide qui va tuer ses deux parents et qui va entamer alors là, pour le coup, un grand itinéraire à travers tous les États-Unis qui va l'emmener du Delaware jusqu'à San Francisco et il va finir en Louisiane. Donc là, on traverse vraiment les États-Unis et ça, on n'avait pas encore eu la figure assez caractéristique des affaires criminelles américaines, c'est-à-dire le fils parricide. Et la deuxième enquête qui sort en même temps, c'est effectivement le retour de Jean-Marie Potier avec cette spécialité très Jean-Marie Potier qui est de travailler sur aussi des histoires anciennes et parce qu'il a une approche assez historique qu'il aime bien et qui lui va très bien. Là, c'est sur un des premiers, enfin pas des premiers, mais en tout cas un des meurtres importants d'un sénateur démocrate américain qui est assassiné dans le Capitole de Louisiane dans une espèce de mouvement de cohue.
Et on va passer plus d'un siècle à s'interroger sur est-ce que c'est un assassinat politique ou est-ce que c'est une revanche personnelle. Et donc, tout l'objet du livre, c'est de raconter cette enquête-là. Et c'est vachement bien parce que la personnalité de ce sénateur qui s'appelle Wei Long n'est pas du tout sans rappeler et convoquer la figure de Trump parce qu'il a un petit côté très à haranguer les foules. On l'appelait le Hitler démocrate, enfin, personnalité très ambiguë et ambivalence. Et en fait, il y a vraiment une enquête qui rebondit pendant plein de péripéties, et notamment à l'aune de l'assassinat de JFK, enfin, où les choses se remettent à chaque fois en perspective dans une nouvelle enquête, et avec cette spécialité très américaine d'assassiner ses présidents, ou en tout cas d'essayer de les assassiner. Eh bien, un sacré programme Voilà. noir, Ouais, mais un sacré programme. toujours, Toujours. toujours. On va prendre une petite photo de groupe, j'ai oublié, on me l'a réclamé. Et oui, voilà, comme ça, en plus, tous les livres sont là, c'est magnifique. Voilà, 3, 2, 1. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux, Merci Elsa, beaucoup à tous. Vincent et Ouais, Alice. Merci, merci. merci Et Anthony, à tous. merci Elsa aussi. Et merci à tout le Bonne, monde. bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au Bonne revoir. soirée, au revoir.